Bonjour YouTube, aujourd'hui sans filtre et sans montage. Terre-Neuve est au centre de l'avenir énergétique du Québec. Oui, des élections sont en cours en ce moment même. Est-ce que vous étiez au courant? Plus que jamais, ces élections pourraient être déterminantes pour l'avenir énergétique du Québec. Le tout va vous être expliqué en quelques minutes. La génération Z est en révolution partout dans le monde. Ça ne sera pas tranquille. Merci Kinji. On va aller voir ce qui se passe un peu partout dans le monde puis ce qu'ils font dans ces pays-là. Parlant du monde entier, il y a un sérieux accord de paix en Palestine, entre Israël et le Hamas. Ce qui semblait impossible est enfin et finalement arrivé. Qu'est-ce qui se trouve dans cet accord? Quel est l'avenir de cet accord? On va aller fouiller tout ça. Finalement, un petit tour en France avec les derniers rebondissements et le Parti socialiste qui veut vraiment maintenir le nouveau gouvernement en place. Tout ça avec quelques commentaires dans la prochaine heure. Ça part. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est effectivement ça ici. Donc, en ce moment, il y a des élections à Terre-Neuve et le Bras-d'Or. On va aller regarder aussi les sondages un peu plus loin. Mais juste pour qu'on comprenne le contexte, l'actuel contrat de Churchill Falls est quelque chose de hyper gros pour eux. Étonnamment d'ailleurs. Donc, on va aller regarder ce qui se passe avec ça. Hello, can I have your attention, please? We would like to welcome you. C'est la grande foire d'automne à Port-au-Port-Ouest. La communauté y vend une multitude de produits locaux. Ma femme, en fait, tous les chapeaux sur la table. Les affaires vont bon train et ici, la campagne électorale et l'entente sur Churchill Falls sont bien loin des esprits. Je ne sais pas exactement parce que c'est difficile à comprendre les détails exactement. Méfiant, l'ancien militaire Clyde Russell hésite à appuyer l'entente de principe avec le Québec. Le pêcheur Jerry Benoit est plus catégorique. Vous ne croyez pas que c'est possible d'avoir... Non, ça ne va pas arriver. Comme je dis encore, c'est mon opinion. L'entente de principe prévoit rapporter plus de 200 milliards de dollars à la province d'ici 50 ans, en faisant payer le Québec beaucoup plus cher pour l'hydroélectricité qu'il achète de la centrale de Churchill Falls au Labrador. Le prix moyen serait 30 fois plus cher d'ici 2075. En ce moment, le Québec achète l'électricité pour des miettes et la revend à prix fort. Jerry Benoit, comme bien d'autres, ne l'a jamais digéré. Il ne fait pas confiance non plus à la nouvelle entente. Parce que le mot de Terre-Neuve, à moi, ils devront avoir plus qu'il avance. Dans la ville d'à côté, à Stephenville, le commerçant Bob Burns est sur ses gardes, lui aussi. I've been in business for 40 years. You know, if it sounds too good to be true, it usually is. Je suis en affaires depuis 40 ans. Vous savez, Quel si bonhomme, c'est trop il beau parle. pour être vrai, Le bonhomme, il habituellement, trace ce pas, l'est. là. Bob Burns croit que les libéraux au pouvoir depuis 10 ans sont trop pressés de finaliser l'accord. This historic deal will mean funding for healthcare. Le premier ministre sortant, John Hogan, souhaite un texte final pour le mois d'avril. Il vante beaucoup l'entente de principe pendant cette campagne électorale. I think there's too much politics involved in it. C'est trop politisé, surtout maintenant qu'on est en campagne électorale, dit-il. Il Mais ouais, c'est préfère devenu le sujet l'approche du central. progressiste conservateur qui veut réévaluer l'entente et tenir un référendum sur l'accord final. I will not rubber stamp a bad deal that sends the benefits of our resources to Quebec for another 50 years. D'ailleurs, l'influence du chef Tony Wickham se fait sentir un peu partout dans la région. Il est le député sortant. Mais dans le stationnement d'une épicerie, cette dame coupe court aux commentaires négatifs sur l'entente. Like, don't drag it off, you know. Arrêtons de faire traîner le dossier, dit-elle, exaspérée. Allons-y, c'est une bonne entente pour les finances de la province. Et d'autres pensent comme elle. L'équipe de cette usine est emballée par les pourparlers avec le Québec.
Elle compte une quinzaine d'employés, dont des mécaniciens et des électriciens, prêts à travailler sur d'éventuels projets de centrales sur le fleuve Churchill. Oh, team is ready. We're all ready. L'équipe est prête, dit le responsable des opérations, Dave Courtney. Il rêve aux quelques 5000 emplois directs qui pourraient être créés pendant les constructions. I think it's an excellent opportunity for the two provinces to combine the resources and C'est une excellente opportunité pour les deux provinces, affirme le mécanicien Ryan Ingram. Faisons confiance aux experts. Mais le dilemme de Clyde Russell, c'est qu'il n'y a pas unanimité. Il y a des experts qui sont contre le deal, oui. L'ancien militaire et son épouse retournent à leurs clients. Le dossier de Churchill Falls peut encore attendre. C'est genre la province la plus endettée. Le Terre-Neuve et Labrador, c'est la province du Canada la plus endettée, puis c'est une des provinces où c'est la province la plus vieille aussi, je crois. Fait que ils ont des gros problèmes. Ils ont comme pas d'avenir d'avoir des capacités fiscales. On allait percevoir des impôts parce que le monde y vieillisse. Hein? Donc, voilà. En fait, ce qui arrive, c'est que l'élection, c'est aujourd'hui. Hein? Je vous parle le 14 octobre. Ce soir, à 20h, on va savoir. Donc, pour le moment, il y a une avance. Il y a une avance claire des libéraux. Sauf que l'affaire qui se passe, c'est qu'à Terre-Neuve et Labrador, les sondages sont pas très fiables. Comme vous voyez ici, d'habitude, on suit beaucoup AQ 125 pour avoir une estimation de ce qui va se passer. Mais regardez, là, les firmes de sondage du B, du A-, c'est la meilleure firme de sondage qu'il y a, A-. Elle donne 20 points d'avance aux libéraux, par contre. Puis Main Street a une tendance générale à favoriser les conservateurs, en tout cas dans le reste du Canada. Donc, l'indication est plutôt de dire que les libéraux risquent de gagner, fort probablement. Ce qui voudrait dire que la population est plutôt pour finir une entente basée sur l'entente de principe qu'il y a eu. Ce qui est plutôt positif pour le Québec, il faut l'avouer, parce que c'est peut-être pas parfait, mais vaut mieux une entente que pas d'entente du tout. Puis ce qui est surtout intéressant, en fait, encore une fois, je me positionnerai pas sur les termes de l'entente parce que j'ai pas les compétences pour en parler. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'idée que avec une entente comme ça, évidemment, Terre-Neuve et Labrador accepteraient de construire d'autres barrages. On irait vers ça. Ils seraient encore possédés par Hydro-Québec. Ça veut dire de l'électricité encore pas chère, donc un potentiel de développement plus grand. Je me faisais la réflexion aussi avant que ça commence. Je me demandais, en plus, c'est vraiment particulier parce que le Québec n'a jamais reconnu que Terre-Neuve était finalement que le Labrador avait été donné à Terre-Neuve. Ça a été fait par le Conseil de Londres en 1927, si je ne me trompe pas. Puis, depuis, le Québec n'a jamais reconnu ça. Ce qui est même si implicitement ça a été reconnu, mais de façon officielle. Donc après, ce serait quoi les discussions et les enjeux qu'il y aurait une fois un Québec indépendant. Puis, bref, développer le Labrador, c'est pas non plus complètement fou quand t'es québécois. Voilà, fait qu'on n'a pas vraiment de certitude quant à l'avenir de ce qui va se passer là-bas. Non. Mais ça va avoir lieu ce soir à 20h. Pour que vous voyez, je me demandais, peut-être que vous ne savez pas c'est où, mais Churchill Falls, c'est au Labrador. Hein? Et c'est beaucoup plus proche, comme vous pouvez le voir, d'une ville comme Fermont, au Québec, ou Blanc-Sablon, que de villes qui se trouvent en fait à Terre-Neuve. Donc, c'est ça pareil. Maintenant, je doute que les populations du Labrador voudraient être rattachées au Québec s'il y avait une séparation. Ça, par contre, c'est une autre histoire. Bref. Pour être sûr que j'ai bien compris, c'est-tu nous autres qui fourrent le Labrador en achetant l'électricité pour des pinottes? Ben, c'est une bonne question, Vieux Loup, vraiment intéressante. Puis c'est une question qui était au cœur des négociations qu'il y a eu entre le Québec et Terre-Neuve et Labrador. Grosso modo, l'argumentaire de Terre-Neuve et Labrador, c'est de dire vous nous achetez notre électricité pour vraiment, vraiment pas cher. C'est injuste. Parce qu'ils ont fait une entente dans les années 50. Sauf que la réalité
effectivement, là, Hydro-Québec payait l'électricité vraiment, vraiment pas cher. Je sais plus c'est quoi le multiple de ce qui est payé versus à quel prix il est vendu, mais c'est des fois 10, 20, 30, je ne me rappelle plus le chiffre. Là. Peut-être qu'on pourrait le trouver rapidement. Mais, en tout cas, moi, je peux aller sur plus. Ce que je connais, c'est les rapports, pas les rapports, mais les positions dans la négociation qu'il y a entre Terre-Neuve et le Québec. Terre-Neuve dit, vous nous payez l'électricité pas assez cher, vous nous fourrez. Québec fait de l'argent, effectivement, sauf que ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est facile de juger un accord après coup. Par contre, cet accord-là, quand il a été signé, quand il a été signé dans les années 50-60, si je ne me trompe pas, je ne vais juste pas dire quelque chose de pas vrai. En 69, donc c'est ça. Plus 60-70. Bon. Ici, il en parle ici un peu, mais grosso modo, ce qui a été dit à l'époque, c'est que Hydro-Québec prenait tous les risques. Hydro-Québec allait construire le barrage, allait assumer les risques financiers associés à ça. Il s'avère que Hydro-Québec a été extrêmement efficace dans la construction de ce barrage. Ils ont créé une compagnie aussi qui s'appelle Nalco. Donc, il y a eu ça. Il y a eu une entente à l'époque, mais Québec prenait tous les risques de développement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais vous remettre la carte juste ici. Mais regardez, ça se trouve où? OK? Pour transporter cette électricité-là jusqu'à un marché qui peut consommer. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, Churchill Falls, c'est à peu près 15% de l'approvisionnement électrique du Québec. OK? C'est quand même énorme. De ce que Hydro-Québec produit, pardon. C'est à peu près 15% de ce qui est produit Hydro-Québec. Il y a juste un autre barrage qui est de taille similaire, c'est LG2, là, donc le barrage Henri-Bourassa. Donc, c'est des très, très, très gros barrages qui produisent énormément d'électricité. Donc, pour écouler ce stock-là, où est-ce qu'ils peuvent l'écouler? Regardez où est-ce que c'est, là. C'est une réalité géographique claire. Il n'y a aucun autre endroit par où ils peuvent passer. Donc, la question après, c'est, vous pouvez juste passer par le Québec parce qu'à l'heure qu'on se parle, en tout cas, transporter de l'électricité sous l'eau jusque, mettons, le Nouveau-Brunswick, là, ça coûterait, je ne sais même pas si c'est techniquement faisable, mais même si c'était techniquement faisable, je ne vois pas dans quel monde ce serait économiquement rentable. Donc, l'idée, c'est qu'ils sont pris à produire l'électricité là et à l'exporter. Puis la réalité, c'est quoi? Parce qu'il faut s'en rappeler, là. 1, ils ne peuvent pas l'exporter autrement qu'en passant par le Québec. 2, les capitaux qui ont été investis dans ça sont québécois. Donc, les risques ont été assumés. Donc, eux, ce qu'ils ne sont pas contents, c'est qu'on ne paye pas assez cher et qu'on fait plein de profits avec. Je comprends, mais toi, tu n'as pas eu beaucoup de risques. Et à la fin, non seulement tu n'as pas eu beaucoup de risques, mais en plus, c'est quasiment gratuit pour toi, cette entrée-là. Tu sais, oui, ça a affecté le territoire. Là, on s'entend, là, un barrage, ça a de l'effet. Là. Quand tu regardes ça, tu sais, ça inonde des espaces, tout ça. Il y en a beaucoup qui ont dû être inondés par le barrage. Je ne connais pas l'amplitude, mais c'est sûr. Donc, ça, c'est les deux positions qui rentrent en contradiction, en fait. Donc, tu as la position qui dit « Vous nous payez pas assez cher, vous faites trop d'argent sur notre dos ». Puis l'autre position qui dit « Ben, c'est l'entente que vous avez signée. » Puis à l'époque, c'était une bonne entente pour Terre-Neuve. C'était de l'argent gratis, dans le fond, tu sais. Ça leur coûtait pas grand-chose. Ils n'auraient sûrement pas été capables de le développer eux-mêmes. Puis après, il n'y avait pas l'infrastructure pour l'exporter ailleurs. Tandis que le Québec, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a connecté ça à son propre réseau, puis il l'amène un peu partout au Québec, mais il l'amène jusqu'à New York, là. Donc, le réseau électrique du Québec, c'est quand même, il faut réaliser, ça part d'à peu près ici, là. Ben de là, mais il y a beaucoup de nos productions qui se font dans le nord ici, puis ça se rend jusqu'à New York. C'est énorme comme infrastructure, puis c'est tous nous qui avons développé ça. Donc, bon. Donc là, évidemment, c'est clair que l'entente arrive à échéance à un certain moment. Puis là, l'idée, c'est, le Québec s'est dit, OK, l'entente arrive à échéance. Le gouvernement Legault était dans une dynamique un peu de vente d'électricité à rabais pour attirer des gros joueurs puis attirer des grosses entreprises. Bon, je laisse d'autres juger. Moi, je trouve que c'est un échec, mais l'avenir nous le dira. La réalité. Donc, ils voulaient absolument re-signer un nouveau accord pour garantir cet approvisionnement-là, pouvoir en parler aux entreprises et, pourquoi pas, augmenter la production d'électricité. Parce que à force de donner toute l'électricité qu'on avait à tout le monde, pas cher, ben on va en manquer finalement si ça continue comme ça, pour d'autres besoins qu'on a.
stratégies du gouvernement comme l'électrification du transport. Donc, ils veulent construire d'autres barrages sur cette rivière-là, sur cet affluent-là. Donc, ce qu'on veut, c'est voir quelle va être la production de ces barrages-là, est-ce qu'ils vont en avoir, combien on va payer, tout ça. Donc, le Québec en preuve pour renégocier l'entente, puis comprenant que, évidemment, l'opinion publique à Terre-Neuve est remontée. Je l'ai dit plus tôt, mais c'est une province qui est très endettée. Elle a été sauvée par le fédéral. Finalement, le fédéral a donné de l'argent à la province. Très vieillissante. C'est une des seuls endroits qui se dépeuple au Canada. Donc, vraiment une dynamique qui va pas bien. L'opinion n'est pas contente. Le Québec a dit, bon, on va retrouver une entente qui est plus correcte, tu sais. Mais on reste le seul point de passage. Fait que le levier est très fort dans les négociations. La question, c'est est-ce que les gens à Terre-Neuve sont d'accord ou pas? L'élection qui a lieu en ce moment va trancher la question. Clairement, si le Parti libéral l'emporte, l'entente va être conclue assez rapidement. Et si c'est le Parti conservateur qui l'emporte, là, comme il l'a dit, donc il veut renégocier l'entente et il veut que ce soit adopté par référendum pour avoir un levier supplémentaire de pression sur le Québec. Stratégie bonne ou mauvaise, écoutez, je ne suis pas terneuvien, je ne suis pas assez pour savoir, mais c'est le point adopté par le Parti conservateur de Terre-Neuve. La deuxième question qu'on peut se demander, le vieux loup pose l'autre question aussi, c'est est-ce que l'accord actuel est un bon coup pour François Legault? Ça a été présenté comme tel, définitivement. Il était très fier. Il a fait des rencontres avec... le gouvernement libéral de Terre-Neuve. J'ai une vidéo sur ça d'ailleurs. Entente électricité. Donc, c'est une question qui a déjà été posée, tu vois, un bon coup de François Legault. Les opinions sont partagées. La question, c'est à quoi sert cette énergie-là? Puis je pense que c'est ça le plus fondamental au Québec, puis c'est ça qui n'a pas été discuté, malheureusement. Comme beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Durant les élections de 2022. Puis là, je vais loin, mais vous allez comprendre. En 2018, François Legault s'est retrouvé dans une situation où il est arrivé avec des surplus budgétaires. On commençait à avoir une prévisibilité. Donc, au niveau énergétique, le Québec commençait à se rendre compte qu'on avait énormément d'électricité, de blocs d'électricité qui allaient être disponibles. On en exporte, ce qui est rentable, qui est payant pour Hydro-Québec. Pour le moment, ça va. Mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, et comme on a une très forte abondance d'électricité au Québec, dans le meilleur des mondes, ce qu'on doit réussir à faire pour s'enrichir, c'est de trouver des façons que cette énergie-là soit transformée avec de la valeur ajoutée. Donc, par exemple, si tu exportes ton énergie à 10 cents le kilowattheure, mettons, à New York, puis que tu prends cette énergie-là puis que tu l'injectes dans l'aluminium, peut-être que ton produit fini, ton électricité, qui est un intrant à 10 sous le kilowattheure, à la fin, sa valeur ajoutée, c'est peut-être 30, 40, 50, une pièce. Donc, c'est transformer l'énergie en valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose que normalement, pour développer un pays, là, on s'entend, tu veux réussir à faire. Ça prend... Il y a toutes sortes de philosophies sur comment faire ça, puis je ne rentrerai pas là-dedans, mais ça, c'est l'idée centrale. Maintenant, est-ce que François Legault, c'est un bon coup de signer ça? Moi, je dirais, comme en 2022, je reviens en 2022. On est arrivé en 2022, puis ces questions-là ne se sont pas posées, parce qu'en 2018, ça commençait, mais ce n'était pas clair. Normalement, on aurait dû vraiment, vraiment se poser ces questions-là en 2022, puis avoir une discussion profonde sur le sujet de quel est l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire comme société avec l'électricité qu'on a, des surplus d'électricité qu'on a. Est-ce qu'on veut faire la transition vers les véhicules électriques? C'est une solution. Est-ce qu'on veut devenir des exportateurs? Parce que c'est pas mauvais, c'est moins intensif en capital, puis on peut se dire, nos gains économiquement, c'est plus intéressant si on fait juste produire beaucoup d'électricité puis qu'on l'exporte. Ça aurait été une possibilité aussi. Ou troisième avenue, un peu ce que François Legault a fait, mais sans qu'il y ait de débat, en se disant, il y en a d'autres encore, mais c'est les trois principales que je vois, en se disant, on va prendre cette électricité-là, puis on va essayer de la donner à des secteurs que nous, on juge porteurs. Comme si le gouvernement pouvait savoir ce qui allait être bon ou pas. C'est une prise de position. Est-ce que c'était la meilleure? À mon avis, non. Moi, je pense que le gouvernement a plus intérêt à créer un environnement attractif puis de mettre toutes les entreprises sur un pied d'égalité.
et de les mettre en compétition et de voir celles qui s'en sortent le mieux avec les mêmes conditions. Mais bon, c'est une philosophie politique. Il y en a d'autres qui sont valables aussi, là. Puis je ne suis pas contre l'idée qu'on ait des grappes industrielles de temps en temps. Je pense que, bon, c'est un débat, mais vous voyez, c'est un débat que je suis capable d'avoir avec moi-même, mais qu'on aurait tous pu avoir. Là, ma caméra s'est déconnectée. Ça ne sera pas bien long. Problème technique. Merci. Donc, c'est un débat qu'on aurait pu avoir tous ensemble. Maintenant, est-ce que c'est un bon coup de Legault ou pas? Ben, je pense que dans son approche économique à lui, plus il peut avoir d'électricité pas chère pour donner ça à des entreprises en disant « Ah, c'est cette grappe-là industrielle qui va performer », je pense que dans sa politique à lui, c'est plutôt un bon coup. Donc, avec sa philosophie politique, je pense que c'est plutôt un bon coup. Parce que dans le fond, il se garantit un approvisionnement pas cher, puis deux, un futur approvisionnement encore pas cher qu'il pourrait donner à qui veut. Donc, voilà ce que je pense qui a été bon pour Legault. Le PQ est en désaccord avec l'entente l'hiver passé. Salut Nastouma d'ailleurs. Content de te voir Nastouma. Le PQ était en désaccord avec l'accord l'hiver passé. Qu'est-ce que tu penses qu'un gouvernement péquiste ferait avec l'entente? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait leur demander. À mon avis, si l'entente est signée et est partie, ben, ça va se faire. Tu sais, ça va aller de l'avant. Honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure entente possible pour le Québec, mais ça m'étonnerait que ce soit une mauvaise entente. Pourquoi? Tout simplement parce que les fondamentaux sont de notre côté. Dans la négociation, le Québec a définitivement le plus gros bout du bâton. On détient le capital de... Hydro-Québec détient quand même 35% du barrage. Là. Dans tous les cas, ça appartient à Hydro-Québec en grosse partie. Puis l'autre partie, c'est un conglomérat. Puis je pense que, en tout cas, il y a des gouvernements qui ont de l'argent là-dedans aussi. Là. Fait que on est très propriétaire du barrage. Puis de deux, mais ils n'ont pas le choix de passer par le Québec s'ils veulent l'exporter. Puis là, l'infrastructure est déjà là. Fait qu'il y a comme... Ce serait cave pour eux de ne pas en faire de l'argent. Là. Puis c'est une province de 700 000 personnes. Fait qu'ils ne pourront pas aller construire des grosses usines de batteries. Puis je sais pas de quoi ils feraient d'ailleurs. Là, mais ils ne peuvent pas aller construire des grosses infrastructures pour transporter de l'énergie ou de transformer l'énergie. C'est une toute petite province. C'est très, très profond. C'est creux. Là. Pour se rendre là, il faut que tu ailles en bateau. Je veux dire... C'est pas très accessible, c'est pas très développé, donc l'infrastructure au Québec est déjà disponible. T'sais, compétitionner ça en termes de capital à investir pour le rendement, c'est extrêmement dur. Fait que le Québec a des grosses cartes dans cette négociation-là, c'est évident. Donc, je pense que c'est ce qui clôt ce que j'avais à dire sur ça. L'élection a lieu ce soir, le 14 octobre. Donc, si le Parti libéral, encore une fois, l'emporte, on peut s'entendre à ce que l'entente soit rapidement signée. Et si les conservateurs l'emportent, eh bien là, la dynamique énergétique va changer énormément. Et là, on rentre dans quelque chose de très intéressant pour le Québec. Parce que comment est-ce qu'on finit par atteindre nos objectifs? Hein? Il y a une stratégie québécoise. Comment est-ce qu'on finit par atteindre nos objectifs? Donc, d'obtenir une entente pour assurer une pérennité puis continuer quand même à faire du profit avec cette centrale-là et les prochaines qu'on veut construire, ben là, c'est sûr que c'est très différent et ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui sera la stratégie du gouvernement dans ce cas-là, qui va devoir changer, de toute évidence. De toute évidence. Donc, premier sujet clos. Premier sujet clos. Deuxième sujet de la journée. La génération Z est en train de foutre le feu un peu partout. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est à chaque génération ça arrive. J'ai l'impression que c'est quasiment ça, parce que nous, les milléniaux, on a eu ça aussi. Hein? Ben moi, je suis comme un millénial Z, là, je chante les deux. Mais ça, je sais pas si, pour ceux qui s'en rappelleront, nous, à notre époque, on a eu le printemps érable. Mais aussi dans tout le monde arabe, on a eu le printemps arabe. Je cherchais le mot. On a eu le printemps arabe qui a quand même frappé plusieurs pays au Moyen-Orient. Donc, qui a fait tomber le gouvernement tunisien à l'époque, le gouvernement libyen aussi, le gouvernement égyptien. Il y a eu la guerre civile en Syrie. Donc, beaucoup de tensions. En Arabie Saoudite, il y avait des tensions au Qatar.
en Iran, donc beaucoup de tensions qui se sont levées dans le monde. L'Iran, c'est pas le monde arabe, là, mais dans le monde arabe. Et là, on voit la génération Z de façon très différente, mais avec la même idée, le même comment je pourrais requalifier ça? Non. Je dirais, les moyens sont pas les mêmes, mais fondamentalement, c'est le même concept. C'est le même concept, donc c'est comme un vent de changement. Et encore une fois, ça arrive dans des pays avec des dynamiques démographiques particulières. Et on va aller regarder ça. Donc, la nouvelle du jour, ce qui m'a donné envie de parler de ça, c'est le Madagascar. Madagascar qui vient de voir son président abandonner le pouvoir. Littéralement, un coup d'État. Donc, les forces armées qui affirment contrôler l'île dorénavant. J'ai cet article-là du Wall Street Journal qu'on peut regarder ensemble, qui est intéressant. Donc, l'arrivée de la génération Z fait tomber un autre gouvernement. Je vous rappelle, on va aller regarder après, mais il y a aussi le Maroc qui a des grosses tensions. Le Népal qui a vu son gouvernement tomber et dont on peut déjà dire qu'il y a, comme je le présente ici, des élections. Donc, on va avoir des élections au Népal aussi après la révolte des Z. Et il y a le Pérou aussi qui est peut-être moins connu, mais auquel j'ai un attachement particulier, vous imaginez, où la génération Z a participé fortement à la chute du gouvernement, de la présidente en fait, Boluarte, qui a été éjectée du pouvoir. À mon avis, il était temps, parce qu'avec 2% de taux d'approbation, c'est quand même... c'est fou de faire l'unanimité contre soi à ce point, quand même. C'est rare en démocratie qu'il y ait un président à 2% de taux de satisfaction. Mais elle a aussi été mise dehors, finalement, par les Z. Fait que vraiment, il y a un effet mondial. On a vu d'une certaine manière au Québec une résurgence du mouvement souverainiste qui était en grande partie porté par les Z à travers les réseaux sociaux, à travers une nouvelle culture, une nouvelle prise de parole, une nouvelle volonté de s'affirmer, d'affirmer sa culture. Ça prend donc des formes différentes selon les pays, mais on a notre propre version au Québec de ça, ce qui est quand même particulier. Alors, son président se cache. Une unité de l'armée a pris le contrôle du pays et des foules de manifestants réclament un changement social radical. La vague de protestations qui se propage à travers le monde, effectivement, a contraint Madagascar à un changement de direction. Après des semaines de manifestations contre la corruption et la dégradation des conditions de vie, les forces armées affirment avoir pris le contrôle du pays, tandis que le président, Andry Rajoelina, s'est réfugié dans un lieu qu'il décrit comme sûr et tenu secret, cherchant à consolider un soutien politique suffisant pour reprendre le pouvoir. Ce n'est donc pas confirmé, contrairement à ce que j'ai dit un peu plus tôt, qu'il avait perdu le pouvoir. Il y a un coup d'État. Est-ce que ça va se retourner en sa faveur? C'est ce qui restera à découvrir peut-être plus tard dans la journée ou demain. Il a tenté de dissoudre l'Assemblée nationale malgache, alors que les législateurs votaient sa destitution. Oh! Donc, il y avait un coup d'État. OK. Ah! Donc, un coup d'État contré par un coup d'État particulier. Ben, c'est peut-être légal là, de dissoudre l'Assemblée nationale malgache, je ne sais pas. Mais effectivement, il tentait de protéger son pouvoir. Donc là, ça change un peu la donne. La prochaine étape consiste pour la Haute Cour constitutionnelle du pays à approuver le vote. Mais la décision de l'armée pourrait bien rendre cette décision caduque. Des images diffusées à la télévision d'État montrent le colonel Michael Radrianirina lisant une déclaration affirmant « Nous avons pris le pouvoir ». Les bouleversements dans l'ancienne colonie française au large des côtes de l'Afrique australe font écho à une série de manifestations qui ont renversé les gouvernements du Bangladesh et du Népal. Ah, c'est vrai, il y a eu le Bangladesh avant, mais ça, c'était plus loin. Et suscitent un malaise de l'Indonésie au Maroc. Nombre d'entre eux sont menés par des jeunes frustrés par le manque d'opportunités qu'il leur est offert, malgré les promesses faites depuis des années par les économistes et les responsables politiques, selon lesquels ils participeraient à une poussée démographique qui propulserait les économies en développement vers de nouveaux sommets de croissance. En réalité, ces pays peinent à offrir suffisamment d'emplois et d'opportunités aux personnes qui entrent actuellement sur le marché du travail. C'est quand même... c'est fou, hein? Il y a quand même des ressemblances. Alors, on n'est pas dans un pays en développement, là, comprenons-nous, mais il y a quand même quelque chose de clair là-dedans au Québec qu'on peut faire un parallèle, ce qui est... Puis au Canada même, hein, je pense.
qui est quand même des difficultés par rapport à l'emploi. On entendait hier que les hommes ont des difficultés énormes d'accès à l'emploi malgré une éducation supérieure. Le taux de chômage chez les hommes qui ont été à l'université de moins de 30 ans est comme 1,5 ou 1,7 fois plus élevé que celui des femmes. Donc, il y a clairement des difficultés là en ce moment à absorber cette nouvelle main-d'œuvre-là. Puis là, on parle de main-d'œuvre très qualifiée. Là. On parle des universités québécoises. Donc, le manque d'opportunités semble être la source de la colère de la jeunesse qui a pris une forme souverainiste au Québec, ce qui est positif pour nous, tant qu'à moi. Donc, des manifestants anti-gouvernementaux à Madagascar ont défilé sous le drapeau Pirate Animi qui est apparu dans les rues de Jakarta et d'autres villes. Ah ouais, fait qu'il y a même un espèce de drapeau international intéressant. Un symbole qui rassemble tout le monde à travers le monde entier. C'est sûr qu'il y a une différence fondamentale entre ces pays-là et le Québec. La première, c'est que, en fait, la différence fondamentale, c'est l'âge moyen de la population. Là, on parle de pays dont entre 30 et 50 % de la population qui a moins de 30 ans. Ça fait que la génération Z est extrêmement puissante en termes démographiques, même s'ils n'ont pas les moyens productifs. Là. Ils sont extrêmement puissants en termes de nombre. Et ça, c'est sûr que ça crée souvent des tensions, c'est connu. Là. Quand tu as beaucoup de jeunes hommes, hein, c'est quand même ça, de jeunes hommes qui sont sans emploi dans un pays, ça a tendance à exacerber des tensions sociales, ça crée beaucoup de violence. C'est comme ça. C'est quelque chose, c'est une corrélation. Je ne dis pas que c'est une cause à effet, mais c'est une corrélation qui s'observe de façon récurrente partout. Les données de l'Organisation internationale du travail indiquent qu'un tiers des jeunes de 15 à 24 ans au Népal n'avaient aucun emploi, aucune formation ni aucun diplôme l'année dernière. Aïe, aïe, aïe. Ces chiffres étaient de 30 % au Bangladesh et de 21 % en Indonésie. Bien que les chiffres à Madagascar soient plus faibles, de nombreuses personnes sont confinées dans des emplois informels et manquent de la stabilité nécessaire pour progresser. Ça crée une situation potentiellement explosive. Pardonnez-moi. Les manifestants à Madagascar affirment avoir été inspirés par les manifestations au Népal et ailleurs. Ils ont déployé le drapeau pirate, un dessin animé qui a fleuri dans les rues de Jakarta et d'autres villes. Nombre d'entre eux ont expliqué avoir été poussés à agir par les fréquentes coupures de courant, les pénuries d'eau, la déforestation et le sentiment d'une aggravation de la corruption sous la direction de Rajolina. Donc, le président, un ancien magnat des médias de 51 ans, a répondu à la vague croissante de dissidence en essayant d'imposer un couvre-feu et en encourageant les forces de sécurité à réprimer les manifestants qui se décrivaient vaguement comme Gen Z Mada. J'aime les Gen Z. Rajolina semble avoir fait une erreur de calcul. L'unité militaire d'élite CAPSAT a refusé d'obéir aux ordres et a appelé le président et les autres dirigeants du gouvernement à démissionner. L'unité a déclaré qu'elle commandait tous les services de sécurité de Madagascar et a nommé de nouveaux chefs militaires et de police. Aïe, 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 aïe. Donc, le message était clair. Ils ont pris le pouvoir. Rajolina a réagi en diffusant un discours sur Facebook lundi soir, accusant des officiers militaires de tentative de coup d'État. J'étais contraint de trouver un endroit sûr pour protéger ma vie, a-t-il déclaré, appelant à des négociations pour trouver une issue à cette situation. Avec qui il veut négocier, on ne sait pas. L'armée, c'est pas le genre de truc avec lequel tu négocies d'habitude. Mardi, après le vote de destitution. Donc, il y a eu un vote de destitution qui s'est tenu et Rajolina l'a déclaré nul et non avenu. Donc, il a été battu. Donc, il a été voté. OK, sa destitution a été votée. Mais à ce stade, son autorité était déjà en déclin. De nombreux députés de son propre parti avaient voté contre lui. Et selon des responsables de la sécurité occidentaux, il était déjà sur la touche lorsque l'armée a pris le contrôle du pays, observant le pays depuis les Émirats arabes unis, arrivé à bord d'un avion français. Oh là 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 là. Hein? J'ai envie de dire des affaires là-dessus. À bord d'un avion français. Eh bien, ils sont toujours bons pour sauver les dictateurs, eux autres. C'était pas un dictateur, il avait été élu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sauve les amis. Mais je comprends. En fait, il s'est fait destituer. Il a dit, c'est pas vrai, je me suis fait destituer. L'armée a dit, oui, tu t'es fait destituer, puis tu sacs ton camp. Puis lui, il est parti se cacher aux Émirats arabes unis parce qu'il s'est dit, ouais, si je reste ici, ça va mal finir. Fait qu'il a un peu déjà abandonné. Hein. Ouais. Donc, les Émirats arabes unis ont refusé de répondre, puis Macron aussi a refusé de répondre là-dessus, donc on ne sait pas exactement.
À mon avis, les carottes sont cuites pour lui. Je vois pas comment il va sortir de ça. Donc ça, c'est Madagascar. Mais comme on disait, il y a plusieurs autres pays qui vivent dans une situation similaire. Donc on a eu le Népal qui a été quand même... je ne sais pas si on peut dire suivi par beaucoup de monde au Québec, mais quand même, c'est une situation dont j'ai entendu parler souvent. On a un article ici qui va résumer parce qu'il y a des élections législatives qui sont déclenchées. Donc, en mars, il va y avoir ces élections. Après la chute du gouvernement le mois dernier. Donc, ils ont réussi à force de manifestations à faire tomber le gouvernement. Un mois après avoir obtenu dans la rue la chute du gouvernement, la génération Z se presse pour s'inscrire sur les listes électorales et participer aux législatives de mars prochain. J'ai hâte de voir si ça va augmenter le taux de participation. Ça arrive dans des pays que au contraire, ça chute. Mais bon, voyons voir. Ce matin-là, la file des futurs électeurs s'étire jusqu'à l'extérieur d'un petit bureau de la commission électorale. Le nouveau gouvernement a été bâti sur les corps de tous ceux qui ont été tués, rappelle l'un d'eux, Niranjan Bandari, un étudiant de 21 ans. C'est pourquoi nous comptons bien, lors du prochain scrutin, nous débarrasser de tous ceux qui s'accrochent au pouvoir depuis si longtemps. Je le comprends, il n'est pas content. Le 8 septembre, des milliers de jeunes Népalais ont défilé dans tout le pays pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux et surtout la corruption des élites politiques qui se partagent le pouvoir depuis l'abolition de la monarchie en 2008. Donc là, on fait un petit résumé de ce qui s'était passé, mais en gros, le gouvernement a réagi par le sang. Le premier ministre, qui est quand même un parti d'obédience maoïste, donc le ministre, là, c'est quand même drôle, il a été renversé, il a dû quitter. Mais c'est drôle, le maoïsme, c'est pas drôle, là, mais c'est drôle que ça existe encore, honnêtement. Donc, l'ancien chef de la Cour suprême va maintenant diriger le gouvernement. Si elle a pris le pays par surprise, cette flambée de violence a révélé un mal profond, celui d'une jeunesse désabusée et surtout largement privée d'emploi, au point que des centaines de milliers d'entre eux doivent s'exiler pour trouver du travail. Donc, ça revient beaucoup. Donc, 20% de taux de chômage des 15-24 ans. Donc, c'est quelque chose... Il y a aussi beaucoup de haine, donc les vidéos décrivant le luxe extravagant de la jeunesse dorée du pays. Donc, évidemment, il y a des gens dans le pays qui profitent du système. Leurs enfants en profitent et là, ils étalent ça. C'est bien cool, ces réseaux sociaux, mais ça donne envie à d'autres de se venger, de toute évidence. On parle d'un pays qui a une croissance de 4,6% alors qu'il est clairement sous-développé. C'est pas très fort. Surtout que je ne sais pas si c'est réel... ou si c'est nominal, je leur souhaite que ce soit réel parce que si c'est nominal, ça, c'est la pauvreté quand tu as une croissance démographique comme ça. Donc, les gens sont plutôt d'accord avec le fait d'aller voter maintenant. Et oui, les gens s'expatrient beaucoup en Inde et en Chine, de ce que j'ai compris. Si je ne me trompe pas, l'une des meilleures options que les jeunes hommes népalais avaient, c'était de joindre les Gurkhas dans l'armée britannique. Ça, je connais pas les Gurkhas. Tu m'apprends quelque chose. C'est quoi un Gurkhas? Apprenons tous ça ensemble. Un Gurkhas. Les Gurkhas sont des soldats d'origine népalais réputés pour leur bravoure et leur discipline au combat qui ont servi dans l'armée britannique et d'autres forces militaires. OK, donc ça existe toujours ou c'était à l'époque ça? Ah, ça existe toujours. Ben ouais. Ah, donc les Britanniques je ne sais pas si ça existe toujours. Active Gurkhas. Ah ben oui. Ils sont toujours actifs. Donc, eh bien. Effectivement, donc peut-être que oui, c'est sûrement une des avenues les plus profitables, d'avoir un salaire en livres sterling. Ça doit être pas pire. Donc, il y a une volonté là, d'aller aux élections. Donc, on va voir si ça va se traduire en électeurs. Ah, voyez-vous, près de 18 millions de jeunes Népalais de 18 ans étaient inscrits sur les listes. Les futurs votants jusqu'à la mi-novembre pour grossir leur rang. Donc, la dernière fois, c'était 18 millions qui avaient moins... qui étaient inscrits. Près de 18 millions de jeunes Népalais de 18 ans. Il y avait 18 millions de gens de 18 ans pile? Non, ça se peut pas. Ça se peut pas, ils sont 30 millions. Tu es en train de me dire que la moitié du pays avait 18 ans pile. Non, ça c'est mal foutu. Attendez, on va le... Je sais pas comment ça a été traduit, mais c'est pas grave.
Donc, pourcentage de la population. Népal, moins de 25 ans. « 35% de la population népalaise a moins de 25 ans. » Ben, ça fait du sens, ça. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Tick Deville. Do you think there should be air gun laws and what do you think that should be? Ah non, I have no opinion, I'm sorry. J'ai pas d'opinion là-dessus. Ah, je comprends c'est quoi. Bien. Donc, voilà pour les Malgaches et les Népalais. Mais il y a une autre situation au Maroc, peut-être moins vue ici. Donc, on va une petite vidéo, 2 minutes, c'est intéressant. On écoute ça. Alors qu'une guerre fait toujours rage à Gaza, eh bien on est à l'aube d'une révolte au Maroc. Avec le ras-le-bol de la jeunesse, la Gen Z, comme on l'appelle, la génération Z, des milliers de jeunes Marocains s'insurgent et sortent dans la rue depuis maintenant 3 jours. Ils réclament une meilleure éducation, de meilleurs soins de santé et que l'argent public ne serve pas à la construction des stades pour les prochains tournois de football organisés dans le pays. Julie Rans et Mathieu Van Winkel. Ils ne seront pas restés longtemps dans la rue. Le Maroc interdit tout rassemblement du mouvement Génération Z. 60 arrestations hier à Rabat. Certains attendent un procès en cellule. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits légitimes, mais nous avons été rejetés et réprimés. Je m'excuse, je suis épuisée de courir. On ne nous donne plus le droit de marcher sur la voie publique. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été réprimés alors que nous étions pacifiques. Des jeunes qui s'organisent en ligne et qui s'opposent à la construction des stades pour le mondial de football en 2030 et la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne les comprennent-elles pas? Où est le gouvernement au milieu de tout ça? Les jeunes ont des exigences vitales pour le Maroc. Le Maroc prévoit près de 4 milliards d'euros pour la rénovation de 6 stades et la construction du grand stade de Casablanca. C'est la moitié du budget du ministère de la Santé. Nous ne voulons ni football ni rien d'autre. Si le football avait été bon pour nous, cela ferait longtemps qu'il aurait été mis en place et qu'il aurait profité à la jeunesse. Nous voulons la santé. Au Maroc, le chômage touche durement les moins de 25 ans. Un jeune sur 3 n'a pas de travail. Les autorités misent sur l'emploi qu'apportera le football. Une partie de la génération Z n'y croit pas. D'autres manifestations se préparent. Ah ouais, mais vous voyez, là, c'est particulier, là, c'est présenté comme si c'était la santé. Évidemment, il y a Arte qui en a fait un aussi, mais il y a clairement une décision éditoriale, un choix éditorial qui a été fait, là, donc... 10 jours maintenant qu'ils descendent dans la rue à Tanger, qui ne les reprennent. Ouais. Donc ça, c'est particulier. Il parle beaucoup de santé, mais ça doit être une situation que je connais moins. Je savais que le Maroc avait aussi ce type de révolte-là. Mais le Pérou, donc un autre endroit où on n'a pas vu grand-chose. They tore down the gates protecting Congress and marched under one voice. Drivers, university students, demonstrators joined a new collective who they say belong to Generation Z, young protesters who don't identify with any political party or idea. They say they want to live in peace and dignity. We're here because of the corruption and injustices perpetrated by Congress and the government, supported by police and politicians. There's no one to bring justice. They want the government to back down from a pension fund reform that forces everyone under the age of 18 to join a pension provider. And they say the government is not doing enough to fight crime. More than 5,000 Peruvians have been killed in violent crimes during Dina Boluarte's presidency, and police say there have been more than 15,000 extortion cases in the last 6 months. I'm fed up with the extortions. A bus driver from a route I use was killed. I'm deeply saddened by his death. There's really a lot of crime. Protesters say they're frustrated with corruption by politicians and government officials, as well as members of the judiciary. We are all disappointed with this government. What's left for us? Go out and march. It's good that young people have reacted now because they have no future with this government.
Boluarte herself is facing investigation for corruption and her alleged role in the deaths of Il appelle la présidente demonstrators. assassine. When Dina Boluarte took office, the army and police killed 49 Peruvians. That triggered a long period of silence. Ouais. People afraid of repression preferred to stay indoors. But the increasing frustrations now have unleashed this wave of anger. A recent opinion poll says Boluarte has less than 4% approval, one of the world's most unpopular presidents. However, she says her government is fighting crime and says protesters are violent and must learn to respect the law to live in peace. Protesters warn politicians to listen to their demands. Nearly 7 million Peruvians under the age of 29 will vote in the general elections scheduled for April next year. That's nearly 1/4 of the adult population. A voice from the streets that will be heard at the ballot box. Mariana Sanchez, Al Jazeera, Lima. C'est fou, c'est comme des... c'est des générations démocratiques qui arrivent d'un coup, tu sais, ils arrivent comme en masse d'un coup pour influencer la politique du pays, puis ça crée des perturbations. Après, je pense qu'au Pérou, c'est une situation plus généralisée parce que clairement, là, la présidente est extrêmement impopulaire. C'est 2% d'approbation là, de son action au Pérou qui est mesurée. Il y a tout un contexte. Là, je pourrais retourner loin, mais en gros, ils sont rendus au 5e président depuis 2018. Un après l'autre, ils se font mettre dehors pour corruption. Donc, il y a des processus de destitution qui sont mis en place pour les renvoyer. Là, ils sont rendus au 5e. En moins de 8 ans, tous en prison maintenant, donc ça fait beaucoup de, de confiance qui est brisée entre l'élite, l'élite politique, donc les dirigeants politiques et la population. Puis là, les jeunes en ont marre. Donc, ils ont réussi à la mettre dehors, hein? Elle a quitté. Elle a dû quitter. Il y a un nouveau président qui est en place. Il y a des élections qui devraient arriver bientôt, donc à voir. Au Pérou, il y a quelque chose de particulier. C'est un seul mandat, donc si tu as été président, tu ne peux pas te représenter. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe partout dans le monde, un peu pour des raisons différentes. Eux, c'était beaucoup la sécurité qui était mise de l'avant. Puis effectivement, 5000 morts en 2 ans, là, c'est énormément de monde là, pour une population de 30 millions d'habitants. 30 et quelques. Là. Donc, il y a des vrais problèmes de sécurité au Pérou et ça l'a causé tout ça. C'est impressionnant quand même. Ça fait peur. Ça fait peur. Je voulais parler de la Palestine aussi, mais je vais le faire rapidement. Donc aujourd'hui, accord entre... en fait, mise en place de l'accord là, durant tout le week-end, la fin de semaine, entre Israël et le Hamas à Sharm el-Sheikh, donc en Égypte, qui a été signé. Trump s'est déplacé. Plusieurs dirigeants du monde arabe ou musulman se sont déplacés. D'ailleurs, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup, c'est que le Hamas aurait reçu énormément de pression. Et même en Palestine, aurait eu beaucoup de pression pour accepter l'accord. Parce que, évidemment, en tout cas, c'est sûr que c'est une guerre qui continue. Il y a clairement une défaite du groupe armé. Puis là, il y a même en réalité, c'est ce qu'on se rend compte, là, c'est qu'il y a d'autres groupes armés qui sont en train d'émerger dans la bande de Gaza, qui rentrent en compétition avec le Hamas. Et là, le Hamas, depuis, a décidé de déployer, c'est des policiers, hein, donc en théorie, en tout cas, c'est compliqué tout ça, mais de la façon qu'ils présentent ça, des policiers, donc pour maintenir l'ordre dans la bande de Gaza, puisque c'est le gouvernement en place. Et là, il y a des combats entre le Hamas et d'autres groupes armés qui veulent finalement prendre une part aussi de tout ça. Ça crée des tensions énormes. Il y a eu quand même des bris du cessez-le-feu. Israël a tué des Palestiniens en disant ils dépassaient, là, il y aurait une démarcation du territoire qui s'est faite. Donc là, ils sont encore en train de négocier, mais il y a à peu près 70% du territoire qui est évacué par Israël, mais Israël occupe encore 30% du territoire. Puis là, la question, c'est les gens n'ont pas le droit d'aller dans ces portions-là contrôlées par Israël. Puis là, il y en aurait eu. Bref, on ne sait pas si cet accord-là va tenir. Va tenir.
c'est plus qu'un accord de cessez-le-feu qui avait déjà été conclu là, par le passé. Là, c'est vraiment un accord de paix. Donald Trump s'est déplacé, l'a signé, a affirmé que cet accord-là tiendrait. Bon, est-ce que sa parole a force de loi? Pas vraiment. Mais il y a clairement une volonté de plusieurs participants que ça se règle puis qu'on passe à autre chose. Et que l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. J'imagine que bientôt, on aura une vidéo de Benjamin Tremblay sur le sujet ou sur un sujet connexe. Bref, il y a des gens qui s'y connaissent mieux en relations internationales que moi. Moi, je vais juste vous présenter un peu ce qui se passe. Mais ça semble être sur de bonnes voies, même si c'est pas solide. Là, les grosses négociations sont de deux ordres. Donc, le Hamas dit on ne trouve plus certains otages, certains cadavres d'otages. Il était supposé avoir une force armée conjointe qui allait les chercher. Mais il y a de la misère, ils ont de la misère à la mettre en place. Là, ils demandent plus de temps. Puis là, Israël dit non, c'est maintenant. On veut les cadavres tout de suite. Fait que là, il y a comme un jeu de temps. Est-ce que c'est de bonne foi? Probablement. Là, ça doit être le bordel de retrouver ça. C'est normal quand on prend autant d'en perdre le compte des otages. Mais voilà. Et là, de l'autre côté, ils doivent encore négocier parce que finalement, Israël va quand même rester en partie dans la bande de Gaza. Là. Ça, c'est quand même un acquis. Là, c'est quel est le pourcentage de terrain qu'Israël va rester. Les États-Unis doivent ouvrir un bureau en Israël qui va s'assurer que l'accord de paix est respecté et que tout ça s'en va dans la bonne direction. Donc, voilà, je voulais juste nous tenir au courant. Et puis, ça va être intéressant de voir comment ça se développe dans les prochaines semaines, si cette sale guerre peut enfin s'arrêter, parce que c'est beaucoup de civils qui meurent dans tout ça, là, quand même. Voilà. C'est toujours triste à voir, les images sont assez frappantes. Donc, compliqué. Dernier sujet que je voulais traiter sur nos amis les Français. Certains qui nous écoutent parfois. Je voulais regarder le politique de discours général de Le Cornu ensemble. Donc, écoutons ça, voir. C'est de la politique française. Pour nous, Québécois, c'est toujours, disons, particulier, hein, d'aller écouter ça. Voilà. Les parlementaires, il faut savoir tirer les bienfaits d'une crise. J'ai accepté la mission que m'a confiée le président. Juste ça, c'est un excellent début. Si jamais vous ne connaissez pas comment tirer les bienfaits d'une crise, moi, je vous suggère un livre exceptionnel qui a été écrit il y a quand même... ça doit faire 20 ans maintenant. Ça doit faire au moins 20 ans. Je sais-tu mettre ça là, non? J'ai toujours un livre pour vous, hein? Je sais. Ça en fait beaucoup à lire, mais... Elle est où, là? Ah, elle est là. Ah, j'ai trop de livres, d'ailleurs. Il va falloir que... Ma blonde n'arrête pas de me dire de faire le ménage. Excellent, ça. Je vous encourage vraiment à lire ça. Alors que vous soyez capitaliste, socialiste, peu importe. La stratégie du choc de Naomi Klein. Alors, il y a quand même une critique du capitalisme là-dedans, mais par-dessus ça, c'est la mécanique qui est intéressante. Et pour l'avoir vu être appliqué à plusieurs moments, dont pendant la COVID au Québec, mais à plein d'autres moments, vraiment intéressant de voir comment les crises politiques ont tendance à produire des changements qui vont pas toujours dans le bon sens pour la population. De la République, parce que la France doit avoir un budget, parce qu'il y a des mesures d'urgence à prendre, sans attendre, c'est un devoir. Je l'accomplirai sous certaines conditions qui découlent d'évidence de la composition de cette Assemblée. Certains aimeraient voir cette crise parlementaire virer à la crise de régime. Cela n'aura pas lieu grâce aux institutions de la Ve République et à ses soutiens, mais cette crise a des racines. D'autres crises sont palpables, profondes, entremêlées. Crise sociale, économique, financière, écologique, climatique, culturelle, internationale. Aux crises habituelles s'ajoutent les crises imprévisibles, comme celle du Covid ou de l'énergie, sans oublier les guerres.
En s'ajoutant à certaines dépenses qui augmentent de manière automatique, elles expliquent pour l'essentiel la situation financière dans laquelle nous sommes. Là non plus, il ne faut rien oublier. En vérité, plus qu'une crise, je crois que nous changeons de monde, créant des fractures tout aussi locales que mondiales et des bouleversements géopolitiques majeurs. Une révolution de même ampleur que la révolution industrielle remet tout en cause. Cette révolution digitale, sociétale, bouleverse notre façon de vivre. Elle choque, effraie. Il y a le monde d'avant, il y a ce monde de demain. L'irruption de ce nouveau monde provoque 1000 conflits, 1000 raidissements. Nous vivons et nous vivrons dans une époque de crise. Soit on les subit, soit on les utilise. Soit on change, soit on saura changer. Le dégagisme, c'est cela. Ceux qui ne changent pas, ceux qui s'agrippent aux vieux réflexes, aux postures, disparaîtront. En politique comme en tout, en France comme ailleurs, le basculement du monde ne s'arrêtera pas. Au fond, c'est la place de la France et des Français dans ce nouvel environnement qui est en jeu. Restera-t-elle parmi les pays dont la voix compte? Restera-t-elle indépendante? Le déclin n'est pas certain, le progrès non plus. Tout dépend de notre capacité à innover, en matière politique comme en matière sociale, économique. Il y a d'autres qui ont déjà écouté ça. Je savais pas qu'en France, c'était aussi dramatique là, comme position. Je m'attendais à plus de... Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Non pas voici ma vision du monde. On est en crise. Ou scientifique. Innover, c'est vrai pour le gouvernement. J'ai pris acte de cet impératif. Innover, c'est assumer des ruptures. Le monde n'attend pas. Dans la vraie vie, nos concitoyens, pas les statistiques, travaillent, s'inquiètent, attendent des solutions. J'ai proposé un gouvernement de mission, d'objectifs. Il n'agira qu'avec l'Assemblée nationale et le Sénat. À nous, au-delà des divergences, des écoles de pensée, des confrontations, de valoriser ce qu'il est possible de faire ensemble. La défiance de nos concitoyens n'épargne personne. Ou bien la politique sert à quelque chose et les politiques trouvent des terrains d'entente, ou bien ils ne les trouvent pas et la déception se répand autant que l'impuissance. Je vous propose d'avancer. L'Assemblée, dans sa diversité et ses divisions, ressemble aux Français. Elle est le fruit du choix des Français. Elle traduit les doutes, peurs et espérances de millions de nos compatriotes. En un mot, cette Assemblée n'a jamais été aussi représentative des Français. Il faut en tirer toutes les conséquences. Jusqu'ici, on en a tiré essentiellement des conséquences négatives. On peut aussi en tirer des conséquences positives. Il serait temps. Pour avancer... Ah, ils ont des mini-bureaux, là. Check comment ils sont tout pognés en sardine de même. C'est l'enfer, hein? Il y a clairement de l'avantage au modèle, en tout cas au Parlement canadien puis québécois. Là. Canadien encore plus, il faut que je le dise, ils ont tellement de place. Là, ils sont tout pognés. Là. Ils sont en gros texto. Check ça! T'en as... Ah, attendez, on va les compter. Je vais me cacher, on va les compter. Juste pour que vous voyez à quel point c'est respectueux. Alors, en haut, là, la rangée la plus haute, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il s'endort, là. Ah, vous le voyez pas. Attendez. Il faut que vous voyez ça. Comment je fais ça? Non, je peux pas le grossir. Regardez ici, là. Il s'endort. 8, 9, 10, 11, 12. Ah, lui, au moins, il écrit. Mais bon. 13. Tu peux dire qu'il prend des notes. 14, 15, 16 parce qu'elle regarde. 16 personnes qui sont en train de regarder le téléphone pendant que tu parles. La première condition élémentaire est de pouvoir compter sur le soutien des députés qui portent le besoin de stabilité. Je remercie toutes celles et ceux qui ont annoncé leur soutien. J'ai proposé au président de la République un gouvernement pour donner un budget sérieux et fiable pour la France, utile et bon pour les Français dans les 3 mois. Ce gouvernement incarne le renouvellement avec l'entrée d'experts
parmi les plus compétents de notre pays. La cravate rouge à droite? Chacun apporte Peut-être une pas. expérience incontestable. Je les en remercie. Ils quittent des fonctions stables pour se frotter à une vie politique qui n'a pas toujours montré sa meilleure face ces derniers jours. Ils serviront le pays avec une nouvelle génération de parlementaires qui partagent l'envie d'avancer. Toutes et tous ont une feuille de route, tous ont conscience des difficultés. Pour réussir à faire avancer notre pays avec une Assemblée nationale divisée, la seconde condition, que j'avais sans doute insuffisamment mesurée, je le reconnais devant vous, est de tenir le gouvernement le plus éloigné possible des divergences légitimes qui s'expriment à travers les partis politiques. Il est logique que chacun affirme ses convictions, chacun pose ses lignes rouges avec d'autant plus de force que des élections se profilent, c'est tout naturel. Le gouvernement de la République assure la continuité de l'action de l'État, porte ses propres convictions dans le respect de la diversité de ses membres. Excusez, mais là, moi, j'écoute ça, puis je me dis, OK, lui, là, sa job, c'est de gagner du temps. Puis ça fait genre 3 premiers ministres, c'est ça leur job. Ça fait 2 ans, la France... Non. 2 ans, j'exagère. Ça va faire 2 ans, ouais. Là, ça fait plus qu'1 an. Le gouvernement avant aussi, c'était ça sa job. Oh, pardon. Ça va faire plus qu'1 an que le seul but du gouvernement français, c'est de gagner du temps jusqu'à la prochaine élection présidentielle parce que le président français refuse de démissionner. Genre, ils font juste repousser pour gagner. Il a dit, je vais rester jusqu'à la fin, fait qu'il met tout le monde qu'il peut, puis il fait juste gagner une journée à la fois. C'est quand même fou, hein? Il se passe rien. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Il a dit, moi, j'ai démissionné, j'avais pas compris que le monde, il voulait faire de la politique. Là, moi, il faut qu'on fasse un budget, puis il faut qu'on arrive à toffer. Hein? Il faut qu'on arrive à passer le temps jusqu'à l'élection présidentielle parce qu'il s'en ira pas, le président. C'est quelque chose. Il doit incarner l'ouverture au débat et au compromis. Qui recherche les points d'accord, d'action, plutôt que de cultiver les différences. Parce que dans la situation du monde, marquée par une instabilité financière, militaire, économique, commerciale, migratoire, climatique, mieux vaut montrer une France unie qu'une France divisée. C'est une évidence qui est tellement évidente qu'elle disparaît tant on se complaît dans des querelles intérieures. Ce que je vous propose, c'est de trouver un chemin commun malgré les divergences. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Là encore, c'est une rupture. La troisième condition pour réussir cette mission est de redonner du sens à la politique. Pas par des mots, mais par des actes, par une nouvelle pratique du pouvoir qui doit amener plus de progrès pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Mesdames et messieurs les parlementaires, partager le pouvoir avec le Parlement, voici incontestablement une rupture. Dans une assemblée divisée, un gouvernement, même en s'appuyant sur la majorité la plus relative, ne peut, dans la durée, agir sans tenir compte des oppositions. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible et surtout, ce n'est pas souhaitable. J'ai renoncé à utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, première condition mais pas du Parti seulement, socialiste. dans tous les domaines, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote. Cette décision est forte de changements radicaux. La légitimité démocratique, c'est une démocratie où le Parlement a un rôle politique, expliquait Michel Debré, père de notre Constitution. Le Parlement et le gouvernement ayant, je le cite encore, chacun une semblable importance dans la marge de l'État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon de la liberté. Et la rançon de la liberté, pour reprendre ce terme, c'est la responsabilité. Le gouvernement présente le budget qu'il estime souhaitable. Le Parlement l'examine, le discute, le modifie. C'est sa liberté. Là, et 149.3, sans majorité absolue, le Parlement aura le dernier mot. C'est sa responsabilité. Et nous devons lui faire confiance. Nous ne devons pas en avoir peur. Cela paraît de bon sens. C'est pourtant presque une révolution. À vous de saisir ce pouvoir qui est une chance, un bel exercice de responsabilité pour montrer à toutes celles et à tous ceux qui en doutent que la démocratie représentative n'est pas morte et que l'Assemblée nationale et le Sénat restent l'endroit du pouvoir de décision, du pouvoir d'agir. Pauvre lui, hein. Quel C'est vraiment parlementaire dira à ses concitoyens qu'il ne pas veut une pas bonne proche de discuter vie. le budget de l'État
le budget Il est comme social de penché la tout le nation. temps, puis- N'est-ce pas le cœur même de la fonction parlementaire? En renonçant au 49.3, il n'y a plus de prétexte pour une censure préalable. N'est-ce pas d'ailleurs ce que réclamait une grande partie de cette Assemblée? Je ne reprendrai pas ici les déclarations des uns et des autres. Vous le demandiez, c'est fait. J'avais promis une rupture, cela en est une. Les débats sur la fiscalité, sur le niveau des dépenses publiques, sur le déficit public, chaque parlementaire se prononcera. Les débats sur les moyens à allouer pour l'écologie, la sécurité, l'éducation, le logement, les collectivités locales, la culture, l'agriculture, nos services publics, chaque parlementaire s'en saisira. Cette fois, son vote dictera la copie finale. On verra la position de chacun sur la dette, les impôts, les dépenses, les économies. Chaque vote sera un acte. Le budget sera donc au cœur du débat. Alors, que contient ce budget initial? Il faut qu'il fasse un budget, Une c'est ça, maîtrise ça des devient. comptes publics qui réduira le déficit. Dans la copie proposée par le gouvernement, il est réduit à 4,7% du PIB Ah, wow. contre 4,6% suite au retrait de la suppression des 12 jours fériés. Comme je l'ai déjà annoncé, dans tous les cas de figure, à la fin de la discussion budgétaire, ce déficit devra être à moins de 5% du PIB, car cet impératif de souveraineté s'impose à nous tous. Chaud, ça veut dire que 2 jours fériés en France, ça coûte 0,1% du budget? Tabarouette. C'est beaucoup d'argent. Ben là, c'est beaucoup d'argent. C'est parce qu'ils payent les fonctionnaires. Le budget de la France, c'est genre 2000 milliards. Là. 1725, ça veut dire que c'est 170 milliards. Non, c'est 17 milliards. Sacré bleu, hein? OK. Nous ne pouvons pas placer C'est notre pas donné. pays en dépendance durable de prêteurs étrangers. Et je ne serai pas le Premier ministre d'un dérapage des comptes publics. Aussi, dès 2025, Tu seras pas Premier nous aurons ministre longtemps, je respecté pense, mais les bon. 5,4% de Tu auras pas le déficit temps. prévus On verra. par mon prédécesseur. Le gouvernement proposera un projet qui, par essence, est perfectible. Il est urgent de continuer à dépenser moins. L'État a engagé une revue de ses dépenses. Des économies seront faites et il faudra désormais qu'elles s'inscrivent dans Non, un il cadre ira face à Jeb, pluriannuel le parlementaire. en Il s'appuyant écoute. sur une véritable réforme de l'État. J'y reviendrai dès demain devant le Sénat et devant vous dans les jours qui viennent. Sur les dépenses de l'État, on peut faire beaucoup, à la condition de repenser son action en profondeur, de réussir sa transformation numérique, de moderniser ses interventions et d'alléger considérablement certaines procédures qui ne sont plus explicables. Tout le monde prône la simplification. Nombre d'acteurs dans le pays la réclament. Une majorité d'idées dans les deux chambres est possible sur ce sujet. D'autres économies seront engagées en luttant plus rigoureusement contre les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales. Là encore, c'est une question de justice. Trop d'argent public est gaspillé parce qu'on ne contrôle pas assez à quoi il sert. Un projet de loi contre les fraudes a été déposé ce matin, en même temps que le budget de l'État et de la sécurité sociale. C'est la première fois, vous pouvez vous en emparer. Il y a par ailleurs des baisses d'impôts pour les petites et moyennes entreprises. Il y aura des hausses d'impôts C'est son aile parlementaire. ciblées et exceptionnelles pour certaines très grandes entreprises. Baisse d'impôts d'un côté, hausse de l'autre, pour mieux répartir les efforts au sein des contribuables et garder une maîtrise de nos prélèvements obligatoires qui sont déjà très élevés pour financer notre modèle de redistribution au profit des plus modestes. La fiscalité des très grandes fortunes parmi nos compatriotes a pu interpeller un certain nombre d'entre vous. Là aussi, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des anomalies. Nous croyons que réussir par son travail est une bonne chose. Nous voulons une société où il est bon de travailler, de réussir et d'innover. Nous voulons aussi être vigilants au consentement à l'impôt. Mesdames et messieurs les députés, encadrer l'optimisation fiscale, en particulier celle qui passe par les holdings, est une première réponse. Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle des grandes fortunes que nous proposons d'affecter au financement des investissements du futur qui touchent à notre souveraineté pour les infrastructures, la transition écologique ou la défense. Là encore, mesdames et messieurs les députés, le débat parlementaire aura lieu. Il permettra à chacun de faire valoir ses arguments en ne perdant jamais de vue que derrière la fiscalité se pose la question du consentement à l'impôt, de la confiance et de la justice.
Le débat fiscal doit être aussi un débat sur l'emploi et la croissance, raison pour laquelle je ne suis pas favorable à ce que le patrimoine professionnel soit touché. Je ne détaillerai pas les mesures fiscales maintenant. J'ai ouvert le débat sans tabou. Je vous exposerai moi-même, avec les ministres, les propositions que j'ai faites, les modifications que je soutiendrai et celles que je combattrai. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Sans utilisation du 49.3, le gouvernement devra changer de méthode. Il faudra des discussions préalables, des compromis, le souci du détail et ne jamais refuser la technicité et l'âpreté du débat. La loi se fera ici, pas à Bercy. Je montrerai moi-même l'exemple en portant la discussion générale du budget de l'État et du budget de la sécurité sociale ici même dans les tout prochains jours. Une fois de plus, le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Mesdames et messieurs les parlementaires, je veux maintenant vous parler d'un sujet majeur qui a traversé notre pays, qui l'a parfois fracturé, le mérite, la dignité et le courage des travailleurs, la légitimité d'une bonne retraite. La fierté d'être travailleur, c'est la fierté de nos entreprises qui ne sont pas l'affaire que des patrons, mais aussi de tous les salariés. C'est celle de notre industrie, de toutes nos industries et de leurs filières, électronique, automobile, nucléaire, chimique, métallurgique, aéronautique, militaire. Cette fierté, c'est celle du goût de l'effort partout et pour tous. L'effort mérite reconnaissance et récompense. Le gouvernement sera du côté des travailleurs et de celles et ceux qui veulent travailler. Le travail est la condition indispensable à la croissance et au financement de notre modèle social. Il nous faut nous attaquer à deux problèmes majeurs. Les Français, quand ils travaillent, sont productifs. Par contre, ils accèdent trop tard au travail et en sortent parfois trop tôt. Le deuxième problème est qualitatif. Nous avons en proportion trop d'emplois de services moins rémunérés et pas assez d'emplois industriels qualifiés. C'est la raison pour laquelle